Bienvenue à Caméra Mosaïque. Merci beaucoup, M. Cajuste. C'est un plaisir de vous parler. Avant d'arriver dans l'espace aérien des États-Unis, le ballon chinois a traversé le Canada du nord au sud. Comment comprenez-vous la réaction d'Ottawa, professeur La Liberté? Une simple convocation jeudi dernier de l'ambassadeur Kong Peiyu pour discuter de l'incident avait fait savoir Affaires mondiales Canada dans une courte déclaration transmise d'ailleurs aux médias par courriel vendredi matin. Mais comme vous savez sans doute, les relations entre le Canada et la Chine se sont détériorées quelque peu ces dernières années et nous sommes honnêtement dans une situation je dirais, de déclin du climat de cordialité entre nos deux pays suite à toutes sortes d'incidents, incluant le kidnapping de deux concitoyens l'année dernière. Et cette intrusion d'un appareil de surveillance, bon, les autorités chinoises parlent d'un instrument pour faire des observations météorologiques, mais c'est une explication qui ne tient pas vraiment la route. Et c'est clair que c'était tout simplement bon, un instrument pour faire de la surveillance du territoire canadien, mais surtout du territoire américain. Bon, le Canada n'a pas de missiles nucléaires, mais quand même, le Canada, avec les États-Unis, sont liés par un accord international de coopération pour la défense aérienne. Et forcément... vous voulez parler du NORAD? NORAD, oui, bien sûr, le NORAD. Alors, si une puissance hostile, hein, avant, c'était pendant la guerre froide, vous vous souvenez sans doute, c'était l'Union soviétique. Peut-être que, bon, on n'anticipe pas qu'il y ait une intrusion sur le territoire nord-américain venant de la Russie, mais en ce qui concerne la Chine, ça a été quand même une surprise, mais je dis bien, hein, une surprise pour le public, parce qu'on apprend là que lors de l'administration Trump, il y avait eu de telles intrusions dans l'espace américain. Mais si j'ai bien compris, ces intrusions n'étaient pas aussi approfondies, pas aussi soutenues que celles-ci. Professeur La Liberté, vous avez évoqué il y a juste quelques instants le NORAD, c'est-à-dire le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, des États-Unis et du Canada. Est-ce que cette institution n'a pas pour mission principale justement d'assurer la surveillance de l'espace aérien nord-américain? Et vous imaginez que les états-majors de nos deux pays respectifs ont des informations qui n'est peut-être pas de l'intérêt public de divulguer. Alors, d'une part, il y a des contraintes opérationnelles. Lorsque ce ballon est arrivé dans notre espace aérien, il fallait d'abord l'identifier. Il fallait d'abord vérifier si effectivement c'était un appareil qui effectuait des missions d'espionnage ou est-ce que c'était simplement un appareil qui avait une mission véritablement scientifique. Ensuite, il fallait certifier que l'engin venait d'un pays qui peut-être a des intentions hostiles. Donc, beaucoup de choses à savoir. Hein? Écoutez, si c'était un ballon qui venait du Japon ou de la Corée du Sud, premièrement, les gouvernements de ces deux pays nous en auraient informés, surtout si l'appareil en question s'était égaré, comme le prétendent les autorités chinoises. Alors voilà, il y avait plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi, écoutez, le fait que le commandement de NORAD n'ait pas informé la population canadienne ne veut pas dire que le commandement de NORAD n'a pas informé ni le premier ministre, ni le président. Ça, il faut garder ça aussi à l'esprit. Il y a des communications comme ça qui sont importantes, mais tant qu'on n'a pas les faits clairement établis, on doit attendre. Et je pense que c'est une attitude responsable de la part de nos gouvernements d'avoir attendu de pouvoir confirmer la nature de cet objet qui était au-dessus de nos territoires respectifs. Et professeur La Liberté, avant d'analyser cette décision des États-Unis d'abattre le ballon sonde chinois et hier samedi, considéré par les autorités américaines comme un engin de surveillance et peut-être d'espionnage, mais ce ballon circulait dans la stratosphère au-dessus de l'espace aérien nord-américain. Que dit le droit international à ce sujet?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et ça fait partie de celle qu'on se pose en tant qu'observateur. Effectivement, il y a une définition de l'espace aérien qui est définie évidemment par ce qui se trouve au-dessus de nos territoires nationaux, mais en termes de la hauteur de cet espace aérien, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et si je ne m'abuse, il y a un traité pour l'usage pacifique de l'espace extraterrestre, si vous voulez, l'espace où vont circuler les satellites. Par contre, en ce qui concerne l'espace aérien, il n'y a pas vraiment d'accords internationaux qui gèrent cette question. Donc, effectivement, un aéronef qui circule au-dessus d'une certaine altitude pourrait prétendre ne pas vraiment survoler un territoire. Ceci dit, écoutez, j'ai pas les chiffres exacts, mais vous savez que quand il y a eu des vols d'avions espions au-dessus de l'Union soviétique, des avions U-2 là, qui provenaient des États-Unis, bon, ils ont été bombardés, ils ont été abattus, tout simplement. Abattus, voilà, par l'Union soviétique. Évidemment, dans ce cas-ci, on a jugé que c'était pas une bonne idée que de procéder à une telle action, parce qu'il y aurait peut-être eu des conséquences sur les populations civiles dans le territoire en question. Le ballon sonde chinois dans l'espace nord-américain est, n'en pas douter, un incident majeur dans les relations entre les deux plus grandes puissances militaires et économiques mondiales. En tant que spécialiste de la Chine, professeur Laliberté, peut-on parler de provocation, d'erreur? Ce ballon a-t-il été un ballon d'essai, si vous me permettez l'expression? Bien sûr, oui. Écoutez, encore une fois, on s'opère en conjecture, hein, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Le système politique chinois est tellement opaque, il est très difficile de mesurer dans quelle mesure ce qu'on peut constater sur le plan militaire reflète vraiment une décision unifiée, concertée. Écoutez, on a même, moi je pense qu'on pourrait envisager que l'administration de Xi Jinping n'a pas fait que des heureux. Hein. Vous savez qu'il a écarté beaucoup de gens à l'intérieur du comité central du Parti communiste. Il s'est fait beaucoup d'ennemis au fil des années. Il n'est pas exclu que aussi le commandement de l'Armée populaire de libération est très mécontent des mesures et des propos belliqueux qu'il tient à l'endroit de Taïwan. Il y a beaucoup de spéculations à l'effet qu'il voudrait un peu presser les choses et agir sur Taïwan beaucoup plus tôt que l'Armée populaire de libération voudrait le faire, parce que n'a peut-être pas les capacités pour intervenir et remporter une victoire en ce qui les concerne. Alors voilà, il y aurait peut-être des raisons de croire que certains membres de l'état-major ou des membres même du comité central du parti ont cherché à embarrasser Xi Jinping. Ce n'est qu'une hypothèse, hein, j'ai absolument rien pour le prouver, le démontrer. Ceci dit, peut-être l'hypothèse la moins plausible, à mon avis, est celle d'un accident technique. Et vous comprenez que ça met le gouvernement chinois dans l'embarras. Parce que si d'un côté, il y a effectivement un problème technique, ça veut dire que finalement, la technologie chinoise, qui est censée être super performante, finalement, elle a des ratés. Alors, si ce n'est pas ça, alors ça veut dire qu'il y a eu vraiment un acte délibéré. Et si c'est pas un acte, si c'est pas un accident ou une façon de mettre des bâtons dans les roues de Xi Jinping, on peut se poser aussi la question, pourquoi à ce moment-ci, juste avant la visite annoncée de Anthony Blinken, pourquoi Xi Jinping aurait pris une telle décision? Donc c'est vraiment, on se pose beaucoup de questions sur vraiment la raison d'être de cette manœuvre. Et l'hypothèse d'un ballon d'essai, c'est-à-dire tester les capacités techniques au point de vue surveillance militaire des États-Unis. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi une autre hypothèse, mais comme vous savez, il y a beaucoup d'autres moyens de faire de l'espionnage aujourd'hui, des moyens au sol, c'est-à-dire que, bon, on peut avoir quelques individus, et pas nécessairement des Sino-Américains, hein, je tiens à le souligner. Ça peut être aussi des gens qui, par intérêt, cupidité ou même par idéalisme, beaucoup de gens peuvent
donner des renseignements aux services secrets chinois. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a aussi la technologie, finalement. Le renseignement qu'on peut obtenir par les satellites est aussi très important, très significatif. Bon, écoutez, je ne suis pas un expert en aéronautique, sauf que ce que j'en sais, c'est que les satellites se déplacent très rapidement et que le ballon est beaucoup plus lent que les satellites. Donc, on peut présumer qu'il collecte des informations que les satellites ne peuvent pas capturer. Donc, il y a cette possibilité réelle qu'il s'agissait effectivement d'un appareil qui essayait d'identifier les faiblesses, les points faibles des systèmes de défense américains. Ceci dit, et ça, je pense qu'on ne le saura jamais, c'est évidemment l'état-major américain qui va garder ce secret, on comprend pourquoi. Dans quelle mesure la collecte d'informations de ce ballon a été efficace? On ne saura pas. Professeur André Laliberté, vous venez d'analyser plusieurs hypothèses dans le cas de ce ballon chinois qui circulait pendant plusieurs jours dans l'espace nord-américain. Est-ce que maintenant vous pouvez nous conduire dans la chaîne de commandement? En d'autres termes, comment sont prises ces importantes décisions en Chine? Oui. La chaîne de commandement depuis le 20e congrès du Parti communiste, elle est très, très simple à analyser. Elle commence et elle finit avec Xi Jinping. Bon, écoutez, on peut bien sûr dire que c'est plus compliqué que ça, que bien sûr, il y a beaucoup d'intérêts dans la société chinoise. Il y a beaucoup de groupes puissants qui ont de l'influence et qui peuvent essayer de peser sur la décision que va prendre Xi Jinping. Bon, je vous parlais tantôt de l'état-major de l'Armée populaire de libération. Comme vous savez sans doute, l'Armée populaire de libération, elle a une commission militaire qui la dirige. Et cette commission militaire, elle est présidée par nul autre que le secrétaire général du Parti communiste, Xi Jinping lui-même. Alors, autrement dit, il prend la décision pour les affaires militaires comme il prend les décisions au niveau politique. Et l'appareil d'État, vous savez, bon, l'appareil d'État, on entend parfois parler de l'Assemblée populaire nationale, qui serait l'équivalent sur papier du Congrès. Non, c'est pas du tout la même chose. Le Congrès, c'est vraiment une institution qui peut bloquer le président ou, comme vous le savez très bien, qui peut, bon, l'empêcher de légiférer ou en tout cas ralentir sa prise de décision. Mais il n'y a rien de tel en Chine. L'Assemblée populaire nationale a aucun pouvoir pour interférer dans les décisions que le comité central du Parti communiste peut prendre. J'ajouterai que avant que Xi Jinping n'accède aux plus hautes fonctions à l'intérieur du Parti communiste, lorsque c'était son prédécesseur Hu Jintao qui était au pouvoir, on avait une dynamique très différente. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Parti communiste, à l'intérieur de l'appareil, si vous voulez, qui contrôle le parti, il y avait des factions qui représentaient des intérêts légèrement différents. Donc, les intérêts, si vous voulez, des milieux d'affaires, les intérêts, ça s'était représenté surtout par la faction qui était dirigée par le prédécesseur de Hu lui-même, c'est-à-dire Jiang Zemin. Ensuite, Hu Jintao, lui, venait d'une autre faction qui était celle des jeunesses communistes. Et lui et son premier ministre, Li Keqiang, Wen Jiabao, étaient très préoccupés par les questions d'inégalité sociale. Alors pour eux, l'enjeu était vraiment d'essayer de donner une meilleure couverture sociale à la population chinoise. Alors Xi Jinping, une fois qu'il a consolidé son pouvoir lors du 18e, du 19e et maintenant du 20e congrès, il a éliminé ces factions. Alors il n'y a personne maintenant à l'intérieur du comité central et si on veut aller au sommet, hein, c'est-à-dire le comité permanent de ce comité central qui est composé de 7 personnes, les 6 autres personnes qui sont membres de ce comité permanent, ce sont tous des gens qui appartiennent à la même fonction, à la même faction, pardon. Donc, ce sont des gens qui soutiennent Xi Jinping ou en fait, qui lui sont redevables. Donc, ils ne peuvent pas s'y opposer, qui ne peuvent pas remettre en cause ses politiques. Et professeur Laliberté, venons-en maintenant aux réactions américaines. D'abord, le report de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, prévu les 5 et 6 février prochains à Pékin. Est-ce que, comment vous comprenez cette réaction du côté américain? En fait, je dois vous dire que j'ai compris tout à fait la réaction américaine. Et d'ailleurs, je ne partage pas du tout les critiques
des, euh, des membres du Congrès d'obédience républicaine. C'est vraiment quelque chose de... Enfin, je ne vais pas comment dire, m'imposer ou, je veux dire, Vos émissaires. intervenir dans l'américaine. Voilà, je vais pas faire ça. Mais simplement, tout ce que je peux dire, c'est que je pense que le secrétaire d'État, Blinken, a pris la bonne décision. C'était impensable qu'il en fasse autrement parce que c'était un acte de provocation. Et comme vous disiez tantôt, c'est difficile de voir, d'interpréter ça autrement qu'un acte de provocation dans la mesure où, au départ, les autorités chinoises avaient nié qu'il y avait un tel ballon. Ensuite, lorsqu'ils ont finalement admis qu'il y avait un tel ballon, ils ont dit que c'est un accident, alors que, bon, l'examen du ballon, en fait, nous montrait que c'était un appareil qui n'était pas, finalement, qui n'était pas dévié de sa trajectoire. C'est un appareil qui était vraiment téléguidé, qui avait des systèmes, donc, qui lui permettaient de naviguer. Alors, je pense que c'est tout à fait compréhensible que le secrétaire d'État ait décidé que maintenant n'est pas le moment pour aller en Chine discuter de sujets communs, alors que la Chine est responsable d'une aggravation de la tension. À votre avis, professeur André Laliberté, la décision d'abattre le ballon chinois a-t-elle été influencée par les pressions des républicains, désormais au contrôle de la Chambre des représentants ici aux États-Unis, et pourquoi pas par l'opinion publique américaine? Je pense que dès le départ, ce que j'ai appris, c'est que dès le départ, le président Biden, dès qu'il a appris la nouvelle, il a dit il faut abattre. Il faut abattre cet appareil qui s'introduisait d'ailleurs, ça a commencé en Alaska. Hein. Alors ce ballon, il a survolé l'Alaska, ensuite il a passé par le Canada et ensuite il est entré dans le Montana. Alors le président Biden avait décidé de l'abattre immédiatement. L'état-major américain a suggéré ou a recommandé au président d'attendre pour, écoutez, étudier plus en profondeur la nature de l'appareil, essayer de voir surtout qu'est-ce qu'il pouvait communiquer et finalement faire du renseignement, quoi. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé ici, c'est-à-dire que voilà un appareil qui vient pour faire du renseignement au détriment de la défense américaine et la défense américaine qui saisit l'occasion pour dire bon on va essayer de bien comprendre cette technologie dont disposent les Chinois et voir quelles sont peut-être leurs vulnérabilités. Et donc une fois que et je pense aussi que, écoutez, c'est un appareil qui était quand même assez considérable en termes de masse. On parle de 3 autobus en termes de taille. Alors, on imagine facilement que si on avait tiré sur ce ballon, alors qu'il était au-dessus du territoire américain, il aurait pu avoir quand même des conséquences assez néfastes pour la population civile. Alors, je pense que c'est tout à fait compréhensible que les autorités aient attendu que l'appareil soit au-dessus de l'océan avant de l'abattre. Et par ailleurs, mais entre-temps, pendant oui. plus de 24 heures, ce ballon était au-dessus de sites, je dirais, hautement stratégiques pour les États-Unis, la base militaire de Malmstrom et dans le Montana. Oui, tout à fait, tout à fait. Et la question à laquelle, encore une fois, je ne peux pas répondre et probablement que à laquelle les militaires américains vont être probablement et prudemment, je pense, refuser de répondre, c'est dans quelle mesure cet appareil n'était plus en mesure de faire sa mission. Dans quelle mesure ils ont réussi à annuler la transmission d'informations. Il y a beaucoup d'aspects qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Partagez-vous l'avis de certains experts qui pensent que politiquement, le président Joe Biden serait le grand gagnant de cet incident majeur dans les relations entre les États-Unis et la Chine? Ça, c'est toujours très difficile à dire parce que l'opinion, la perception que le président Biden est gagnant dans cette histoire, ben, comme vous savez très bien, une partie de l'opinion publique, pour une partie de l'opinion publique américaine, Joe Biden ne fera jamais rien de bon. On le sait très bien. Donc, ce serait difficile de juger qu'il est gagnant dans cette confrontation. Ensuite, du côté chinois, la propagande est déjà très clairement activée en direction d'accuser les Américains d'avoir réagi de façon hystérique en abattant cet appareil. Alors,
soyez sûrs, soyez certains que le Parti communiste est en train maintenant de réinventer cet incident et de dire que, bon, voilà, c'est les Américains qui ont perdu la face parce qu'ils n'ont pas empêché cet appareil de survoler le territoire américain ou qu'ils ont réagi de façon déraisonnable. Bref, je pense que le département de la propagande en Chine a les moyens et l'efficacité de tourner ce genre de situation à son avantage. Mais en dehors de ces condamnations, je dirais, à court terme, mais à long terme, à quoi devra-t-on s'attendre du côté chinois? C'est très difficile à dire parce que d'un côté, si c'est l'hypothèse de quelqu'un qui cherchait à mettre dans l'embarras le président Xi Jinping, on devrait s'attendre quand même à une certaine paralysie, c'est-à-dire que Xi Jinping veut savoir qui est responsable de cet incident et qu'est-ce qui peut l'expliquer. Est-ce qu'il va devoir prendre des mesures? Ça, c'est une chose. Donc, peut-être une accalmie, si vous voulez, en termes de relations entre les deux pays. D'autre part, Xi Jinping n'a quand même pas renoncé à ses intentions à long terme d'annexer Taïwan. Et je sais que c'est une autre question qui sûrement vous préoccupe. C'est vraiment l'enjeu capital maintenant dans les relations sino-américaines. Bien sûr, il y a tous les enjeux comme la lutte au changement climatique, comme l'amélioration des rapports bilatéraux, bien sûr en termes des autres grandes questions internationales, mais la question de la prétention de la Chine à récupérer Taïwan, alors que la République populaire n'a jamais gouverné Taïwan, c'est un enjeu qui vraiment affecte l'ensemble de l'Asie orientale, avec évidemment le Japon, la Corée du Sud et les Philippines, qui seraient gravement affectés si jamais il y avait une opération militaire dans les détroits de Taïwan. Oui, mais en parlant des Philippines, il y a environ une semaine, les États-Unis ont signé un accord avec les Philippines pour augmenter le nombre de bases militaires américaines dans ces îles du Pacifique. Tout à fait, oui. Les Philippines elles-mêmes l'ont demandé. Et la Corée du Sud et le Japon n'auraient pas d'objection à ce que les Américains accroissent leur présence dans la région. Parce que il y a non seulement la Chine, mais il y a aussi évidemment la Corée du Nord, qui est un État de plus en plus imprévisible. Alors, vraiment, les États d'Asie de l'Est, les démocraties libérales de cette partie du monde, elles espèrent que, les pays occidentaux, les pays de l'OTAN, les États-Unis, le Canada, l'Australie, vont s'arranger de leur côté. Professeur Laliberté, vous venez d'évoquer Taïwan comme principal contentieux entre les États-Unis et la Chine. Ça, c'est sur le plan géopolitique. Mais sur le plan purement économique, quels sont les principaux contentieux entre les États-Unis et la Chine? Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a d'une part le fait qu'il y a maintenant une tendance de plus en plus prononcée de diminuer notre vulnérabilité, surtout au niveau des chaînes d'approvisionnement, de ne pas dépendre autant de ce qui se produit en République populaire de Chine, et donc de diversifier un petit peu la délocalisation des entreprises occidentales dans d'autres pays. Et ce qu'on appelle aussi, je ne sais même pas comment traduire en français, le friendshoring, c'est-à-dire des entreprises qui ont délocalisé leur production en Chine devraient maintenant les relocaliser dans des pays plus près finalement de nos marchés et dans des pays avec lesquels on a déjà des relations plutôt positives. Alors ça, c'est vraiment un enjeu qui va affecter l'économie mondiale dans les prochaines années parce que les grandes entreprises comme Apple qui ont beaucoup localisé leur production en Chine, déjà elles ont commencé à bâtir des usines en Inde, au Vietnam, et c'est vraiment un mouvement qui est appelé à se continuer, à s'approfondir. Merci encore une fois, professeur André Laliberté, d'avoir répondu à l'invitation de Caméra Mosaïque sur MCTV ici à Boston. Nous rappelons que vous êtes professeur titulaire à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa au Canada. Merci d'avoir suivi cette édition de Caméra Mosaïque. À bientôt. C'est un grand plaisir. Merci à vous. OK, à bientôt.